Silence lourd, puis une apparition au milieu des deuils. Devant des orphelins de soldats, Ibrahim Traoré promet école, soins gratuits, protection dans un Burkina Faso meurtri, mais décidé à se relever. Et si cette promesse changeait aussi ce que l'observateur attend d'un État, quand la perte devient une politique d'avenir signée Ibrahim Traoré, une vie s'entr'ouvre, mais l'épreuve commence maintenant. La promesse formulée est simple et c'est simple dans ses mots, lourde dans ses implications entières. Offrir aux orphelins de soldats un accès garanti à l'éducation, à des soins gratuits et à une protection quotidienne revient à redéfinir ce que signifie la responsabilité publique dans un pays marqué par la guerre. L'enjeu central tient en une ligne: transformer une génération vulnérable en une génération capable de se projeter. Au-delà de l'aide immédiate, le projet engage la stabilité sociale à long terme. Sans structure dédiée, ces enfants risquent de rester enfermés dans un cycle de précarité, où la perte familiale se double d'un décrochage éducatif et sanitaire. En annonçant des écoles santé pensées comme des espaces de reconstruction globale, Ibrahim Traoré place l'éducation au cœur d'un pacte social renouvelé. Et le bénéfice attendu n'est donc pas seulement individuel, il touche l'ensemble de la société. Car chaque enfant accompagné réduit le risque d'exclusion future et renforce la cohésion nationale. La question n'est plus seulement ce qui est promis, mais ce que cette promesse exige en constance, en organisation et en engagement collectif. Et l'année 2026 n'a agi comme un seuil annoncé et non comme un détail rhétorique. À partir de ce point, les écoles destinées aux orphelins de soldats doivent passer du discours à la vériobre à l'architecture concrète. Il devra marquant une rupture nette avec les aides fragmentées du passé. Ce simple repère temporel suffit à transformer une intention morale en engagement vérifiable, car il introduit une attente précise dans un contexte où l'incertitude a longtemps dominé. Ah. Pour comprendre la portée de cette annonce, il faut replacer la scène dans son environnement. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso traverse une période de violence et persistante qui a laissé derrière elle des familles disloquées et des enfants confrontés très tôt à la perte. Les réponses institutionnelles, lorsqu'elles existaient, étaient moins que ça souvent ponctuelles, dépendantes de ressources irrégulières et sans vision d'ensemble. L'intervention d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans ce vide structurel, là où l'urgence humanitaire se confond avec la nécessité de stabilité sociale. Le choix de s'adresser directement aux orphelins n'est pas anodin. Il révèle une lecture politique du traumatisme. La douleur privée devient un indicateur public des failles collectives. En plaçant l'éducation, la santé et la protection dans un même cadre, le discours propose une synthèse rarement formulée jusque-là. L'école n'est plus seulement un lieu d'apprentissage académique, mais un espace où se croisent réparation morale et prévention sociale. Cette mini-révélation éclaire aussi une continuité. Les paroles de Didi Ibrahim Traoré ne surgissent pas de story hors contexte. Elles se les prolongent en consensus une volonté de redéfinir les priorités nationales autour de ceux que la guerre a rendus invisibles. En parlant d'écoles intégrées, il introduit une méthode logique systémique. Ce qui était auparavant dispersé doit désormais fonctionner ensemble. La promesse prend alors une autre dimension, car elle ne vise pas à soulager temporairement, mais à inscrire ses enfants dans une trajectoire durable, capable de rompre le cycle de vulnérabilité hérité du conflit. Les enfants deviennent le point d'entrée le plus clair pour saisir la portée réelle de l'initiative.
Avant même la construction des écoles, leurs réactions révèlent un déplacement discret mais tangible. Dans certaines zones proches des anciennes lignes de front, des équipes, locales commencent à présenter le projet, à expliquer ce que signifiera un établissement où l'apprentissage, la santé et la protection coexistent. Ces échanges, souvent sobres, suffisent à modifier la perception de l'avenir chez des familles longtemps habituées à l'incertitude. Un premier cas illustre ce basculement. Un garçon, privé de repères depuis la mort de son parent, suivait une scolarité interrompue et dépendait d'aides irrégulières. L'annonce d'une école dédiée avec un encadrement stable et des soins gratuits introduit une continuité là où régnait la dislocation. Le changement n'est pas spectaculaire, mais il est immédiat. L'enfant est de nouveau inscrit dans un horizon prévisible. Un second exemple renforce cette lecture. Une fillette, soutenue jusque-là par un centre communautaire improvisé, découvre la perspective d'un lieu pensé pour sa sécurité quotidienne et son développement global. Sa famille ne parle plus seulement de survie matérielle, mais d'apprentissage et de progression. Cette ces transition mentale constitue a été l'un des premiers effets mesurables de la promesse. Ces trajectoires individuelles servent de fil conducteur. Elles montrent que le projet ne commence pas avec les murs, mais avec une reconfiguration des attentes. En plaçant ses enfants au centre du récit, Ibrahim Traoré transforme des bénéficiaires passifs en repères actifs pour réévaluer l'impact. Le message est clair. Si l'avenir de ces enfants change, alors la promesse commence déjà à produire ses effets. Le déclenchement survient dans un moment suspendu. Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement aux orphelins de soldats tombés au combat, sans intermédiaire ni mise en scène excessive. Le silence qui précède ces paroles agit comme un révélateur. Jusque-là, ces enfants avaient surtout reçu des gestes dispersés, rarement une vision d'ensemble. En quelques phrases, le cadre change. L'éducation n'est peut-être plus évoquée comme un secteur parmi d'autres, mais comme le premier pilier d'une reconstruction nationale pensée à partir des plus vulnérables. Très vite, le discours installe un avant et un après. Avant, l'absence de structure dédiée laissait les familles seules face à la précarité, avec une scolarité souvent interrompue et un accès irrégulier aux soins. Après, la promesse d'école intégrée projette un horizon différent, où l'apprentissage, la santé gratuite et la protection quotidienne forment un socle unique. Cette bascule ne repose pas sur une émotion passagère, mais sur l'introduction d'un calendrier et d'un cadre précis, capable de transformer une intention en engagement. Le point culminant arrive lorsque le président annonce que ces établissements ne seront pas de simples lieux d'enseignement. Ils devront accueillir, protéger et accompagner les enfants sur les plans physiques, moral et éducatif. Cette précision marque un tournant décisif. À cet instant, l'initiative cesse d'être perçue comme un hommage symbolique rendu aux soldats disparus. Elle devient une stratégie à long terme visant à convertir une population fragilisée en futurs acteurs de stabilité. Le mot Fidra et au avenir revient alors comme un fil conducteur, reliant la mémoire du sacrifice à une projection collective. Les répercussions se diffusent presque immédiatement. Les administrations commencent également à recenser les enfants concernés, à identifier leurs besoins et à mobiliser des équipes locales.
Des enseignants et des responsables communautaires s'informent sur le rôle qu'ils devront jouer. Chaque étape ajoute une couche nouvelle à la promesse initiale. L'initiative s'élargit, intégrant des programmes de formation professionnelle et des dispositifs de suivi sanitaire destinés à éviter que les enfants ne replongent dans l'insécurité. Dans les familles, l'effet est perceptible. La charge émotionnelle liée à la perte ne disparaît pas, mais elle est partiellement compensée par la perspective d'un soutien institutionnel continu. Là où dominait la crainte de devoir affronter seul les difficultés matérielles, apparaît une attente structurée. Les communautés, elles aussi, se réorganisent. Des réseaux de solidarité se reforme autour de l'idée que la protection des enfants ne peut être uniquement l'affaire de l'État, mais doit s'inscrire dans un effort collectif. Ce déploiement progressif montre comment une annonce peut produire des ondes successives, du déclencheur émotionnel au sommet stratégique, puis aux répercussions concrètes. Le fil des événements dessine une trajectoire, cohérente. Il révèle une tentative de passer de la réparation symbolique à une politique durable, capable de transformer la douleur en levier de reconstruction. La question reste ouverte. Ces répercussions pourront-elles se maintenir avec la même intensité lorsque l'attention médiatique se déplacera? Au point de départ, la situation repose sur un manque structurel. Au point d'arrivée, elle vise un dispositif intégré et programmé. Ce passage du vide organisationnel vers un cadre annoncé constitue le premier basculement mesurable, car il transforme une aide aléatoire en engagement structuré. L'horizon fixé autour de 2026 sert ici de marqueur clair. Avant, l'absence de réseau dédié. Après, la mise en place d'établissements conçus pour durer. Un premier indicateur tient à la nature même de l'accès promis. Dans la configuration initiale, l'éducation des orphelins dépendait d'initiatives dispersées, souvent temporaires, sans continuité garantie. Le changement annoncé repose sur une généralisation. Chaque enfant identifié doit pouvoir intégrer un environnement scolaire stable. Même sans chiffres détaillés, cette extension à l'ensemble des bénéficiaires représente un saut d'échelle. On passe d'une logique de sélection implicite à une logique d'inclusion systématique, ce qui modifie profondément la portée de l'action publique évoquée par Ibrahim Traoré. Un deuxième repère concerne les soins gratuits. Jusqu'ici, l'accès à la santé restait irrégulier et dépendant des ressources locales ou familiales. Le projet a introduit une intégration directe des services sanitaires au sein des écoles. Le delta n'est pas seulement institutionnel, il est fonctionnel. Là où les soins étaient quand séparés de la scolarité, ils deviennent un élément continu du quotidien. Cette continuité réduit les ruptures de parcours et agit comme un stabilisateur en limitant les interruptions liées à la maladie ou au manque de suivi. Un troisième élément mesurable réside dans l'association explicite de la protection à l'apprentissage. Avant l'annonce, la sécurité quotidienne des enfants variait fortement selon les zones et les soutiens disponibles. Le dispositif projeté vise à faire de la protection une constante intégrée à l'organisation scolaire. Ce glissement transforme la protection d'une ressource incertaine en condition de base. Même sans valeur chiffrée, la stabilisation de cette variable modifie l'équation du risque pour les enfants concernés. Ces trois actes, éducation généralisée, soins intégrés,
Arpatides, protection, continue, fonctionne comme, des paramètres que le projet cherche à aligner simultanément. Leur réunion dans un même cadre constitue en soi un indicateur de changement. Dans la situation initiale, chacun de ces besoins était traité séparément avec des résultats inégaux. Le delta annoncé repose sur leur convergence, ce qui augmente la probabilité d'un effet durable. La dimension qualitative renforce cette lecture. Le discours insiste sur la formation professionnelle et l'autonomie future, suggérant un déplacement de l'assistance vers la capacité. Là où l'objectif était autrefois de compenser une perte, il devient désormais de préparer une contribution. Cette orientation transforme les bénéficiaires en acteurs potentiels, ce qui ajoute une couche supplémentaire au changement mesuré. Ainsi, sans multiplier les chiffres, les preuves avancées dessinent un avant et un après lisible. Elles montrent comment la vision portée par Ibrahim Traoré cherche à convertir un ensemble de manques en un système cohérent. La question centrale demeure: ces indicateurs, posés comme des repères, sauront-ils résister à l'épreuve du temps et de la mise en œuvre? Un premier argument critique s'appuie sur une inquiétude structurelle. Concevoir des écoles dédiées aux orphelins de soldats intégrant éducation, soins gratuits et protection quotidienne exigerait des ressources considérables et continues. Selon cette lecture, un État encore fragilisé par des années de conflits pourrait rencontrer des difficultés à maintenir la qualité promise sur la durée. Le risque évoqué est celui d'un projet ambitieux dans l'intention, mais il est seulement assez exposé à l'essoufflement, laissant les enfants dans une situation intermédiaire où les attentes dépasseraient les résultats tangibles. Un second argument, d'apparence opposée mais tout aussi sérieux, avance que ces écoles constituent précisément la réponse la plus cohérente aux fractures laissées par la guerre. En regroupant dans un même cadre l'apprentissage, la santé et la protection, le projet offrirait aux enfants une stabilité que des aides dispersées n'ont jamais permis d'atteindre. Cette approche intégrée serait moins coûteuse à long terme qu'une succession d'interventions fragmentées, car elle réduirait les ruptures éducatives et sanitaires, souvent source de vulnérabilité durable. La réponse se trouve dans la manière dont l'initiative s'est formulée. Le discours d'Ibrahim Traoré ne présente pas les écoles comme une solution isolée, mais comme un point d'ancrage autour duquel s'articulent des programmes complémentaires. Accompagnement moral, formation professionnelle, implication communautaire. Cette architecture cherche à dépasser et déterminer l'alternative entre ambition et réalisme. Les défis matériels, ces défis matériels ne sont pas niés, mais intégrés dans une stratégie progressive, où chaque étape prépare la suivante. L'argument favorable gagne en solidité lorsqu'on observe la logique de prévention mise en avant, en stabilisant simultanément l'éducation, la santé et la protection. Le projet vise à réduire les coûts sociaux futurs liés à l'exclusion, au décrochage ou à la précarité prolongée. Autrement dit, l'investissement initial est présenté comme un moyen de limiter des charges plus lourdes à terme. Ainsi, la confrontation des arguments révèle moins une opposition qu'un point de tension central: la capacité à maintenir la cohérence dans le temps. La promesse ne repose pas sur un effet immédiat, mais sur la continuité.
C'est sur ce terrain et non sur celui de l'intention que l'initiative devra finalement être jugée. Et là, tout bascule. Ce qui semblait être d'un seul un programme social ciblé prend soudain une autre dimension. L'initiative ne cherche plus seulement à protéger des enfants vulnérables, elle redéfinit leur place symbolique dans la société en les plaçant au centre de la reconstruction. Le projet transforme des victimes silencieuses en repères à actifs d'un avenir collectif. Ce déplacement est discret, mais il change la lecture entière de l'annonce. Le discours met en lumière un élément souvent négligé. Ces écoles devront aussi transmettre des valeurs. Responsabilité, solidarité, sens du sacrifice deviennent des composantes explicites de l'apprentissage. L'éducation ne se limite plus à des savoirs académiques, elle devient un outil de reconstruction morale. À ce stade, la promesse cesse d'être uniquement réparatrice. Elle devient fondatrice. Un second glissement apparaît dans l'appel à la société. L'État ne se présente plus comme l'unique garant. Les familles, les enseignants et les communautés locales sont intégrés comme acteurs à part entière. Cette ouverture modifie quand les lecteurs visitent l'équilibre du projet car elle élargit la responsabilité au-delà des institutions. La protection des orphelins devient une tâche partagée. C'est dans ce point d'inflexion que s'inscrit la vision portée par Ibrahim Traoré. L'annonce ne parle plus seulement de ce qui sera construit, mais de ce qui devra être transmis. La question n'est alors plus seulement de savoir si les écoles verront le jour, mais quel type de société elles commenceront à façonner. Les effets les plus immédiats concernent les enfants. Pour ceux qui ont grandi dans l'instabilité, la perspective d'un lieu où l'apprentissage, la santé et la protection sont réunis modifie le rapport au quotidien. La scolarité cesse d'être intermittente. Les soins se dépendent plus d'initiatives ponctuelles et la sécurité devient une condition de base plutôt qu'une variable aléatoire. Cette stabilisation change la manière dont ces enfants se projettent. Ils ne sont plus définis uniquement par la perte, mais par la possibilité d'un parcours continu. C'est à ce niveau que la promesse portée par Ibrahim Traoré commence à produire un effet tangible. Les familles ressentent une transformation différente, mais tout aussi décisive, longtemps confrontées à la double charge du deuil et de la précarité matérielle. Elles vous elles vont apparaître un soutien institutionnel capable d'alléger une partie de cette pression. L'accès gratuit aux soins et à un encadrement éducatif structuré réduit l'angoisse liée à l'avenir immédiat. Sans effacer l'absence des parents disparus, le dispositif redonne aux familles une forme de prévisibilité. Cette prévisibilité devient un facteur de stabilité émotionnelle et sociale, car elle limite le sentiment d'abandon qui accompagne souvent les situations de conflit prolongés. Du côté des communautés locales, l'impact se manifeste par une recomposition des rôles. Les écoles annoncées deviennent des pôles autour desquels se réorganisent les solidarités. Enseignants, encadrants et responsables communautaires sont appelés à participer activement à l'accompagnement des enfants. Cette implication collective renforce les liens sociaux dans des zones marquées par la fragmentation. Le projet ne se contente pas d'apporter des services, il réactive des réseaux de responsabilité partagés. À travers cette très dynamique, la protection des orphelins cesse d'être perçue comme une tâche extérieure imposée par l'État. À l'échelle institutionnelle enfin, les conséquences prennent une dimension stratégique. En associant éducation, santé et protection dans un même dispositif, l'initiative crée un précédent dans la manière de répondre aux traumatismes liés
à la guerre. Elle propose une approche intégrée qui dépasse la logique de réparation ponctuelle. Les formations professionnelles évoquées ouvrent une perspective supplémentaire. Préparer des jeunes capables de contribuer, à terme, à la reconstruction économique et sociale. Cette orientation transforme une politique de soutien en investissement à long terme. Ces 4 niveaux, enfants, famille, et communauté, institutions, ils interagissent et se renforcent mutuellement. Ils dessinent une chaîne d'effets où chaque progrès individuel nourrit une stabilité collective. En ce sens, l'annonce d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à une mesure sociale, elle agit comme un levier susceptible de modifier durablement les équilibres fragiles hérités du conflit. La question devient alors centrale. Cette dynamique pourra-t-elle s'ancrer suffisamment pour résister aux tensions futures? Dans une trajectoire de base, la mise en œuvre progresse sans rupture majeure. Les premières écoles avancent selon le calendrier annoncé, avec des structures essentielles opérationnelles et un encadrement progressivement stabilisé. L'accès à l'éducation et aux soins gratuits devient régulier pour une partie croissante des enfants identifiés. L'effet paraminoïque principal reste mesuré, mais lisible. Continuité scolaire retrouvée, suivi sanitaire plus constant, sentiment de protection renforcé. Dans ce cadre, la promesse s'installe dans la durée, sans accélération spectaculaire, mais avec une crédibilité croissante. Dans une version optimiste, tout repose sur une mobilisation élargie. Les communautés locales s'impliquent davantage. Les équipes éducatives et sanitaires sont suffisamment dotées et les programmes de formation professionnelle prennent forme plus rapidement que prévu. Les écoles deviennent alors de véritables pôles de reconstruction, où l'apprentissage s'accompagne d'un encadrement moral et social solide. Les enfants gagnent en stabilité, les familles en confiance et les communautés en cohésion. Dans cette trajectoire, l'initiative commence à produire un effet d'entraînement servant de modèle reproductible dans d'autres zones touchées. À l'inverse, une trajectoire pessimiste s'appuie sur des fragilités déjà identifiées. Retard logistique, contraintes matérielles ou manque de coordination peuvent ralentir la concrétisation des projets. Les enfants se retrouvent alors dans une situation intermédiaire, portés par une promesse politique forte, mais sans accès immédiat à l'ensemble des services annoncés. Cette attente prolongée risque d'éroder la confiance des familles rosées et de fragiliser la cohésion communautaire. Dans ce cas, l'enjeu ne serait plus seulement de construire, mais de réajuster les priorités pour éviter une perte de crédibilité durable. Face à ces 3 trajectoires, une approche s'impose. Observer sans anticiper excessivement. 3 indicateurs simples permettent de lire l'évolution réelle du projet mois après mois. La stabilité de l'accès à l'éducation, la régularité des soins gratuits et la continuité du suivi des enfants. Si ces repères se maintiennent, la promesse gagne en consistance. S'il vacille, c'est la stratégie qu'il lui faudra renforcer avant même d'élargir l'ambition. Pour une partie du public,
L'initiative résonne d'abord sur le plan humain. Ceux qui se reconnaissent dans des trajectoires marquées par la perte ou la vulnérabilité perçoivent les écoles annoncées comme un point d'ancrage. L'idée d'un lieu où les enfants peuvent être protégés, soignés et accompagnés réactive un besoin fondamental de sécurité. Ce public lit dans le projet une tentative de rompre l'isolement imposé par la guerre et d'offrir une continuité là où tout semblait fragmenté. Un autre segment du public adopte une lecture plus sociale. L'intégration de l'éducation, de la santé et de la protection apparaît comme une réponse structurée à des dysfonctionnements anciens. Pour ces observateurs, l'intérêt du projet ne tient pas seulement à son intention, mais à sa cohérence. Ils y voient un exemple de politique capable de traiter plusieurs vulnérabilités simultanément, plutôt que d'empiler des solutions partielles. Cette approche chez les renforce la crédibilité de la promesse, car elle s'attaque aux causes autant qu'aux symptômes. Un troisième regard se concentre sur la dimension collective. L'appel adressé aux communautés, aux enseignants et aux bien sûr, familles redéfinit la place de chacun. Le public concerné par les dynamiques locales comprend que l'initiative ne pourra réussir sans relais sociaux solides. Cette invitation à participer transforme des spectateurs en acteurs potentiels, même à petites échelles. Le projet devient alors un espace d'engagement et non un simple programme institutionnel. À travers ces lectures croisées, un point commun émerge. L'annonce crée un moment de réflexion partagée. Elle pousse chacun à s'interroger sur sa relation à la reconstruction, à la solidarité et à la responsabilité envers les générations suivantes. Ce déplacement du regard constitue en soi un premier effet moins visible que les infrastructures, mais tout aussi déterminant. La vision annoncée prend corps à travers une séquence d'actions clairement identifiables. La première étape consiste à établir une cartographie précise des enfants concernés. Des équipes locales sont chargées d'identifier les orphelins, d'évaluer leurs besoins éducatifs, sanitaires et matériels, et de hiérarchiser les urgences. Cette phase conditionne tout le reste car elle transforme une population abstraite en réalité concrète, observable et suivie. La deuxième étape porte sur les infrastructures. Les sites destinés à accueillir les écoles sont définis en fonction des zones les plus touchées, puis intégrés à un calendrier aligné sur l'horizon déjà évoqué. L'indicateur principal reste l'avancement effectif des espaces d'apprentissage, de soins et de protection. Ici, la cohérence entre le discours et le rythme d'exécution devient un facteur clé de crédibilité. La troisième étape concerne les ressources humaines. Enseignants, encadrants et professionnels de santé doivent être mobilisés autour d'un cadre commun. L'objectif n'est pas seulement de transmettre des savoirs, mais d'assurer un accompagnement global. Cette articulation entre compétences pédagogiques et suivi humain constitue l'un des piliers du projet porté par Ibrahim Traoré. Vient ensuite l'intégration communautaire. Les familles, les hommes, les responsables locaux et les structures sociales sont appelées à jouer un rôle actif. Leur implication se mesure par la régularité des échanges, la participation aux dispositifs de soutien et la capacité à prolonger la protection au-delà du cadre scolaire.
Enfin, un suivi continu complète l'ensemble. Trois repères simples servent de baromètre. Assiduité scolaire, accès régulier aux soins gratuits et progression des apprentissages. Si ces indicateurs restent stables, la promesse gagne en solidité. S'ils faiblissent, gagnent, ils signalent la nécessité d'ajuster la trajectoire avant d'élargir l'ambition. Le récit revient naturellement aux premières images, celles des enfants rencontrés avant même que les écoles n'existent. Une fillette découvrant qu'un lieu protégé pourrait remplacer des activités improvisées, un garçon retrouvant une continuité là où tout semblait rompu. Ces scènes modestes donnent ainsi un visage concret à une promesse souvent perçue comme abstraite. Elles rappellent que le projet ne commence pas avec des bâtiments, mais avec des attentes réorientées. En reliant ces moments initiaux à la vision d'ensemble, et celle d'Ibrahim Traoré construit une continuité symbolique. Le passé n'est pas effacé, la perte demeure, mais elle cesse d'être une frontière infranchissable. Elle devient un point de départ. Les écoles annoncées à Paparkade paraissent alors comme des espaces de transition où la mémoire du sacrifice s'articule avec l'apprentissage et la protection. Ce rappel n'a rien de sentimental. Il sert à mesurer la portée réelle de l'initiative. Chaque geste, chaque parole adressée aux orphelins transforme la douleur en une responsabilité collective. Le projet ne promet pas d'effacer les blessures, mais de leur donner un sens orienté vers l'avenir. Au terme de ce parcours, une idée s'impose. La reconstruction commence lorsque ceux qui ont le plus perdu cessent d'être invisibles. La dignité ouvre toujours un chemin. À ce stade, l'initiative dépasse le cadre d'un programme public. Elle pose une question plus large sur la manière dont une société choisit de répondre à ses blessures. Les écoles promises ne sont pas seulement des infrastructures à venir, elles incarnent un choix collectif face à la perte, celui de transformer la mémoire en responsabilité et l'assistance en projection. Le discours invite chacun à adopter une posture active, même sans rôle institutionnel. S'informer, relayer les enjeux, soutenir les dynamiques locales ou simplement maintenir l'attention deviennent des formes d'engagement. La réussite ne dépend pas uniquement des autorités, mais de la capacité à préserver une vigilance collective lorsque l'émotion initiale s'estompe. En filigrane, la vision associée à Ibrahim Traoré interroge le rapport entre urgence et durée. Comment faire en sorte que la promesse ne s'épuise pas avec le temps? Comment accompagner un projet pour qu'il reste fidèle à son intention fondatrice, sans perdre sa cohérence? La réponse n'est pas imposée. Elle se construit dans le regard porté sur ses enfants et dans la place que chacun accepte de prendre, même à distance, dans ce travail de reconstruction. Quelle part choisirez-vous d'assumer dans cette trajectoire ouverte?